Il existe une forme de solitude que personne ne comprend vraiment. C'est cette sensation de porter une vision si claire, si vivante dans ton esprit, que tu peux presque la toucher, la sentir vibrer dans chaque cellule de ton être. Et pourtant, quand tu regardes autour de toi, tu vois un monde qui résiste, qui doute, qui te demande sans cesse de justifier ce qui brûle en toi comme une évidence absolue. Tu as peut-être ressenti ce décalage étrange entre la force de ta vision intérieure et la résistance du monde extérieur. Cette dissonance n'est pas le signe que ta vision est fausse ou que tu es déconnecté de la réalité. C'est exactement le contraire. Jung a passé des décennies à étudier ce phénomène psychologique et ce qu'il a découvert bouleverse tout ce qu'on t'a appris sur la réussite et la force intérieure. Il appelait cela le processus d'individuation. Et c'est peut-être le concept le plus puissant jamais formulé pour comprendre pourquoi certains êtres transforment leur vision en réalité, pendant que d'autres passent leur vie entière à adapter leurs rêves aux attentes collectives. Cette résistance que tu ressens n'est pas externe. Elle commence dans les profondeurs de ton propre inconscient, là où se sont logées toutes les voix qui t'ont dit un jour que tes ambitions étaient irréalistes, que ta sensibilité était excessive, que ta vision était trop grande pour toi. Le monde ne résiste pas à ta vision. C'est une partie de toi-même qui a appris à résister pour survivre psychiquement dans un environnement qui valorise la conformité au-dessus de l'authenticité. Et c'est précisément là que commence la véritable transformation. Ce que je vais te révéler dans cette réflexion va transformer radicalement ta compréhension de ce que signifie vraiment devenir inébranlable et imparable. Parce que ces mots ont été vidés de leur substance psychologique profonde. On t'a vendu l'idée que l'inébranlable est celui qui n'a jamais peur, qui ne doute jamais, qui avance comme un bulldozer écrasant tout sur son passage. Mais les recherches psychologiques montrent constamment que cette image est non seulement fausse, elle est psychologiquement toxique. Freud a découvert dans sa pratique analytique que cette façade de force absolue n'est rien d'autre qu'un mécanisme de défense sophistiqué, une armure psychologique construite pour cacher une terreur profonde de la vulnérabilité. L'authentiquement inébranlable n'est pas celui qui nie sa peur. C'est celui dont le système nerveux a appris à rester régulé, même au cœur du chaos, même face au rejet collectif, même quand chaque voix autour de lui murmure qu'il devrait abandonner. Antonio Damasio a révélé dans ses recherches sur la conscience et les émotions que notre cerveau construit constamment des marqueurs somatiques, ces signaux corporels qui encodent nos expériences et guident nos décisions futures. Quand tu as une vision authentique, ton corps le sait avant ton esprit conscient. Il résonne d'une manière que les neurosciences commencent à peine à comprendre. Mais si tu as passé ta vie à étouffer ces signaux, à les interpréter comme des erreurs plutôt que comme des boussoles, alors tu as créé une dissociation profonde entre ce que tu es vraiment et ce que tu montres au monde. Je vais te guider à travers 7 principes psychologiques qui vont recabler la façon dont tu penses, dont tu ressens, dont tu existes dans ce monde. Ces principes ne sont pas des techniques de motivation superficielle ou des mantras positifs. Ils sont ancrés dans les découvertes les plus profondes de la psychologie analytique, des neurosciences modernes et de la philosophie existentielle. Jung sera notre guide principal, parce que personne n'a mieux compris le processus par lequel un être humain devient totalement lui-même. Mais nous intégrerons aussi les insights de Freud sur les mécanismes inconscients qui sabotent nos ambitions. Les révélations d'Adler sur la façon dont nous transformons nos complexes d'infériorité en carburant créatif, et les découvertes des neuroscientifiques contemporains qui prouvent que ton cerveau peut littéralement se reconstruire autour de ta vision. Stephen Porges va nous montrer comment ton système nerveux autonome détermine si tu peux incarner ta vision ou si tu restes paralysé par des peurs archaïques. Lisa Feldman-Barrett va révéler comment tu construis littéralement ta réalité émotionnelle à chaque instant. Richard Davidson va nous expliquer pourquoi la neuroplasticité est l'outil le plus puissant pour devenir imparable. Et les philosophes existentialistes, comme Viktor Frankl et Albert Camus, vont nous rappeler que créer du sens dans un monde absurde est l'acte de rébellion le plus profond qui existe.
Chaque principe va construire sur le précédent, créant une architecture psychologique complète pour que le monde ne résiste plus à ta vision, mais résonne avec elle. Parce que c'est ça le secret que personne ne te dit. La première chose que tu dois comprendre, celle qui change absolument tout, c'est que ta vision n'est pas quelque chose que tu inventes ou que tu décides rationnellement. Elle émerge des profondeurs de ton inconscient, comme un appel, comme une nécessité psychique qui demande à être incarnée dans le monde matériel. Jung a passé sa vie à étudier ce phénomène, et ce qu'il a découvert est troublant. Il a compris que chaque être humain porte en lui ce qu'il appelait le self, cette totalité psychique qui dépasse largement l'ego conscient et qui contient toutes les potentialités de qui tu pourrais devenir. Ta vision authentique n'est pas un caprice de l'ego ou une fantaisie narcissique, c'est la manifestation du self qui cherche à s'exprimer à travers toi. Mais voici où ça devient complexe. La plupart des gens ne vivent jamais en contact avec leur self. Ils vivent à travers ce que Jung appelait la persona, ce masque social construit pour satisfaire les attentes collectives, pour gagner l'approbation, pour éviter le rejet. La persona n'est pas mauvaise en soi. Elle est nécessaire pour fonctionner en société. Mais quand elle devient ta seule identité, quand tu oublies qu'il existe un self beaucoup plus vaste derrière le masque, alors tu te coupes de la source même de ta vision authentique. Et c'est là que commence la souffrance existentielle que tu ressens peut-être sans pouvoir la nommer. Ce que Jung appelait le processus d'individuation commence par l'acceptation radicale de ta différence psychologique. Ce n'est pas une célébration superficielle de l'unicité ou un discours motivant sur le fait d'être soi-même. C'est beaucoup plus profond et beaucoup plus difficile que ça. C'est accepter que ton psychisme est structuré d'une façon unique, que tes complexes, tes blessures, tes aspirations forment une constellation psychologique qui n'appartient qu'à toi. Et cette acceptation implique souvent de décevoir les autres, de les laisser projeter sur toi leur déception, leur incompréhension, parfois même leur hostilité. Parce que quand tu commences à incarner ta vision authentique, tu cesses de refléter les attentes des autres. Tu deviens un miroir qui renvoie aux gens leur propre manque d'authenticité, et ça crée un inconfort psychologique profond chez eux. La société résiste à l'originalité, non pas parce qu'elle est intrinsèquement mauvaise, mais parce qu'elle fonctionne sur des structures collectives qui demandent une certaine prévisibilité, une certaine conformité pour maintenir la cohésion. Ton individuation menace inconsciemment cette cohésion. Les neurosciences modernes confirment ce que Jung pressentait intuitivement. Antonio Damasio a démontré que notre cerveau construit constamment des cartes somatiques de notre expérience vécue. Quand tu vis en alignement avec ta vision authentique, ton corps produit des signaux de cohérence, d'intégrité psychosomatique. Ces marqueurs somatiques deviennent des guides fiables pour tes décisions futures. Mais si tu vis constamment en contradiction avec ton self, en trahissant ta vision pour plaire aux autres, ton corps encode cette dissonance comme un stress chronique, comme une menace constante à ton intégrité psychologique. L'architecture psychique de la vision souveraine commence donc par cette reconnaissance douloureuse mais libératrice. Tu n'es pas fou d'avoir une vision que les autres ne comprennent pas. Tu n'es pas arrogant de croire en quelque chose que personne d'autre ne voit encore. Tu es en train de répondre à un appel de ton inconscient vers l'individuation, vers le devenir de qui tu es vraiment. Albert Camus disait quelque chose de profondément vrai sur cette condition humaine. Il affirmait que nous vivons dans un monde absurde, un monde qui ne nous doit aucun sens, aucune validation, aucune cohérence. Et face à cet absurde, nous avons trois choix. Le suicide physique, qui est l'abandon total. Le suicide philosophique, qui consiste à se soumettre à des systèmes de croyances rigides pour échapper à l'angoisse du non-sens. Ou la révolte créative, qui est l'acte de créer du sens à travers nos choix, nos actions, nos visions même, quand rien ne garantit leur succès. Ta vision est cet acte de révolte créative. Elle est ton refus d'accepter un monde tel qu'il est, ton engagement à créer quelque chose de nouveau, même si personne ne le comprend encore. Et c'est précisément ce qui rend certains êtres imparables.
Ils ont compris que le monde n'a pas besoin d'approuver leur vision pour qu'elle soit valide. Leur validation vient de l'intérieur, de cette résonance profonde entre leur self et leurs actions dans le monde. Mais voici ce que la psychologie profonde révèle sur ceux qui réussissent à incarner leur vision. Ils ont tous traversé ce que Jung appelait la nuit noire de l'âme, ce moment où toutes les structures externes s'effondrent et où il ne reste plus que le contact brut avec son propre inconscient. C'est terrifiant et c'est nécessaire, parce que c'est seulement dans ce vide que le self peut commencer à parler clairement, sans être noyé par les voix du monde extérieur. Maintenant, comprendre que ta vision vient du self n'est que la première étape. La deuxième est beaucoup plus difficile parce qu'elle implique de te libérer activement des projections collectives qui ont colonisé ton psychisme depuis l'enfance. Freud a découvert quelque chose de fondamental sur la façon dont l'inconscient se structure. Il a compris que ce que nous appelons notre personnalité, nos désirs, nos peurs, ne sont pas entièrement les nôtres. Une grande partie de notre vie psychique est construite à partir de ce qu'il appelait l'introjection, ce processus par lequel nous absorbons les attentes, les jugements, les peurs de nos parents, de nos éducateurs, de notre culture, et nous les faisons nôtres. Tu portes en toi des voix qui ne sont pas les tiennes, mais que tu as internalisées si profondément que tu les confonds avec ta propre pensée. Quand tu te dis que ta vision est irréaliste, ce n'est probablement pas ta voix, c'est celle d'un parent qui t'a dit un jour de rester raisonnable. Quand tu sens cette peur panique à l'idée de décevoir les autres, ce n'est pas nécessairement ta peur authentique. C'est l'écho d'un environnement qui t'a conditionné à croire que l'approbation externe était une question de survie psychologique. Freud a découvert que ce que nous appelons réalisme est souvent l'introjection des peurs parentales et sociales. On t'a appris à appeler prudence ce qui est en fait de la lâcheté psychologique, sagesse ce qui est en fait de la résignation, maturité ce qui est en fait la mort de ton imagination créative. Et ces introjections fonctionnent comme des filtres inconscients qui déforment ta perception de ce qui est possible pour toi. Tu ne vois pas le monde tel qu'il est. Tu vois le monde à travers les lunettes que d'autres ont placées sur ton nez quand tu étais trop jeune pour t'en rendre compte. Le processus de libération commence quand tu apprends à identifier ces voix intérieures et à les questionner radicalement. À te demander, est-ce que je crois vraiment ça ou est-ce que j'ai appris à le croire? Est-ce que cette peur m'appartient ou ai-je hérité de la peur de quelqu'un d'autre? C'est un travail psychologique exigeant parce qu'il demande une honnêteté brutale avec toi-même. Et souvent, ce que tu découvres est déstabilisant. Tu réalises que des parties entières de ta personnalité, des aspects de toi que tu croyais fondamentaux, sont en fait des constructions défensives créées pour satisfaire des autres qui ne sont peut-être même plus dans ta vie. Les neurosciences sociales révèlent pourquoi ce processus est si difficile. Matthew Lieberman a démontré que notre cerveau possède ce qu'il appelle un cerveau social, un réseau neuronal spécifiquement dédié à comprendre les autres, à anticiper leurs réactions, à maintenir notre place dans le groupe. Ce système est si puissant qu'il peut littéralement court-circuiter nos propres désirs authentiques si ceux-ci menacent notre appartenance sociale. Le cerveau perçoit l'exclusion sociale comme une menace physique réelle. Les mêmes régions cérébrales qui s'activent quand tu ressens une douleur physique s'activent quand tu es rejeté socialement. C'est pour ça que suivre ta vision authentique peut être physiologiquement terrifiant. Ton système nerveux interprète le risque de rejet comme un danger mortel, même si rationnellement tu sais que ce n'est pas le cas. Lieberman montre que notre cerveau social fonctionne souvent en mode automatique, en dessous du seuil de la conscience. Tu prends des décisions, tu modifies tes comportements, tu censures tes paroles sans même réaliser que tu le fais pour maintenir l'harmonie sociale. Cette conformité inconsciente est l'ennemi silencieux de ta vision. Elle te fait abandonner tes ambitions les plus profondes, non pas à travers une décision consciente, mais à travers 1000 petits ajustements invisibles qui, cumulés, te transforment en quelqu'un que tu ne reconnais plus. Adler a ajouté une autre couche de compréhension à ce phénomène.
Il a révélé une vérité sur la motivation humaine, qui explique pourquoi tant de gens préfèrent la médiocrité confortable à l'excellence inconfortable. Il a découvert que nous développons tous dans l'enfance ce qu'il appelait un sentiment d'infériorité. Ce sentiment n'est pas pathologique en soi, c'est une réalité inévitable de l'enfance, où nous sommes littéralement inférieurs aux adultes en termes de capacité, de pouvoir, de compréhension du monde. Le problème survient quand ce sentiment d'infériorité se cristallise en complexe, en croyances rigides sur nos limitations fondamentales. Et la société renforce constamment ce complexe en nous comparant les uns aux autres, en créant des hiérarchies artificielles, en nous faisant croire que la sécurité vient de rester dans le troupeau. Adler appelait cela le complexe d'infériorité collectif, cette acceptation implicite que nous ne sommes pas faits pour la grandeur, que nous devons nous contenter de ce qui est raisonnable, accessible, approuvé par les autres. Et c'est là que ça devient vraiment troublant pour la psyché humaine. Ce complexe d'infériorité collectif maintient la médiocrité comme norme sociale, non pas à travers une oppression explicite, mais à travers une validation mutuelle de nos limitations. On se rassure les uns les autres en disant que nos rêves sont trop grands, que nous devrions être plus réalistes, que ceux qui réussissent vraiment sont différents de nous d'une façon fondamentale. C'est un mensonge psychologique sophistiqué que nous nous racontons collectivement pour éviter l'anxiété de l'ambition authentique. Mais certains êtres refusent ce mensonge. Ils reconnaissent leur sentiment d'infériorité non pas comme une vérité sur leurs limitations, mais comme un défi, comme un appel à développer leurs capacités, à transcender leurs conditions initiales. Adler appelait cela la lutte pour la supériorité, mais pas la supériorité sur les autres, la supériorité créative, le dépassement constant de ses propres limitations antérieures. C'est ce qui distingue fondamentalement l'imparable de celui qui reste coincé dans le complexe collectif. Il se passe quelque chose d'encore plus mystérieux ici, quand tu commences vraiment à te libérer de ces projections collectives. Tu réalises que beaucoup de gens autour de toi sont inconsciemment investis dans ton échec. Pas parce qu'ils sont malveillants, mais parce que ta réussite menace le système de croyances qu'ils ont construit pour justifier leurs propres compromis. Si tu réussis à incarner ta vision, ça prouve que c'était possible, et ça les force à confronter le fait qu'ils ont peut-être abandonné trop facilement. Cette dynamique psychologique crée une résistance subtile, mais puissante. Les gens vont te décourager avec des arguments qui semblent rationnels, bienveillants même. Ils vont te dire qu'ils veulent te protéger de la déception, te garder ancré dans la réalité. Mais souvent, ce qu'ils protègent vraiment, c'est leur propre système de défense psychologique qui justifie pourquoi ils n'ont pas poursuivi leur propre vision. Reconnaître cette dynamique sans amertume, sans jugement, est crucial. Ce n'est pas une question de couper les gens de ta vie ou de devenir cynique sur les relations humaines. C'est simplement comprendre que chacun est prisonnier de ses propres complexes inconscients et que tu ne peux pas attendre de ceux qui n'ont pas fait ce travail psychologique de comprendre pourquoi tu dois le faire. La libération des projections collectives n'est pas un événement unique, mais un processus continu de discernement. À chaque étape de la réalisation de ta vision, de nouvelles voix intérieures vont émerger, de nouvelles peurs, de nouveaux doutes qui sembleront légitimes. Et chaque fois, tu devras te demander, est-ce que cette peur me protège d'un danger réel ou est-ce qu'elle protège mon système de défense d'une transformation nécessaire? Maintenant que tu comprends d'où vient ta vision et comment les projections collectives la sabotent, il est temps d'explorer le mécanisme le plus puissant pour incarner cette vision. Et ce mécanisme n'est pas psychologique au sens traditionnel, il est neurobiologique. Ton cerveau est l'organe le plus plastique de ton corps, capable de se recabler constamment en fonction de tes expériences, de tes pensées, de tes actions répétées. Cette neuroplasticité n'est pas juste un fait intéressant, c'est l'outil fondamental pour devenir imparable. Richard Davidson a passé des décennies à étudier comment le cerveau change en réponse à l'entraînement mental. Ses recherches avec des méditants de longue durée ont révélé quelque chose d'extraordinaire. Le cerveau ne se contente pas de changer légèrement, il se restructure profondément.
Les régions associées à la régulation émotionnelle, à l'attention soutenue, à la compassion, montrent une croissance mesurable, observable par imagerie cérébrale. Et ce qui est crucial, c'est que ces changements ne se produisent pas à travers des transformations mystiques ou des événements extraordinaires. Ils se produisent à travers la répétition consciente, délibérée de certains patterns mentaux et comportementaux. Chaque fois que tu choisis consciemment de revenir à ta vision malgré la peur, tu renforces les circuits neuronaux qui supportent cette vision. Chaque fois que tu régules ton système nerveux face à la résistance externe, tu construis littéralement de nouvelles connexions synaptiques qui rendent cette régulation plus facile la prochaine fois. Richard Davidson a prouvé que la répétition consciente de patterns mentaux reconstruit littéralement les circuits cérébraux. C'est la neuroplasticité dirigée, et c'est infiniment plus puissant que l'espoir passif ou la pensée positive superficielle. Tu n'es pas en train d'essayer de convaincre ton cerveau que tout va bien. Tu es en train de le recabler pour qu'il fonctionne différemment face aux défis. Mais voici où Jung apporte une profondeur psychologique que les neurosciences seules ne peuvent pas capturer. Il a compris que pour devenir vraiment fort, vraiment inébranlable, tu ne dois pas seulement renforcer les aspects de toi que tu aimes. Tu dois intégrer ce qu'il appelait l'ombre, toutes les parties de toi que tu as refoulées, niées, cachées parce qu'elles ne correspondaient pas à l'image que tu voulais projeter. Ton ombre contient non seulement tes défauts et tes faiblesses, mais aussi des forces brutes, des ambitions profondes, des désirs intenses que tu as appris à réprimer parce qu'ils étaient socialement inacceptables. L'intégration de l'ombre n'est pas un travail de développement personnel léger, c'est un processus psychologique profond qui demande que tu confrontes honnêtement tout ce que tu préférerais ignorer sur toi-même. Tes jalousies, tes ressentiments, tes peurs les plus primitives, mais aussi ta rage créative, ton ambition démesurée, ton désir de reconnaissance, toutes ces énergies que la société t'a appris à considérer comme problématiques. Jung disait quelque chose de profond sur ce processus. Il affirmait que nous ne devenons pas éclairer en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. L'ombre intégrée devient carburant pour ta vision. Toute cette énergie psychique que tu dépensais à réprimer des parties de toi-même devient disponible pour créer, pour persévérer, pour incarner ta vision malgré tous les obstacles. Les gens qui semblent avoir une force inépuisable ne sont pas nés avec plus d'énergie. Ils ont simplement accès à leur psyché totale parce qu'ils ont fait le travail d'intégration. Daniel Siegel a étudié ce processus d'un point de vue neuroscientifique et il a découvert quelque chose qui confirme intuitivement ce que Jung décrivait psychologiquement. Il appelle ça l'intégration neuronale et c'est la capacité du cerveau à connecter ces différentes régions de façon cohérente et flexible. Ton cerveau a des systèmes qui gèrent les émotions, d'autres qui gèrent la cognition rationnelle, d'autres encore qui régulent ton corps. Quand ces systèmes fonctionnent de façon isolée, tu vis des conflits internes constants. Une partie de toi veut avancer pendant qu'une autre partie sabote. Une partie rêve grand pendant qu'une autre te rappelle tes échecs passés. Mais quand ces systèmes s'intègrent, quand il y a une communication fluide entre eux, tu accèdes à ce que Siegel appelle la cohérence psychologique. Tu penses, tu ressens, tu agis comme un système unifié plutôt que comme une collection de sous-personnalités en guerre. Cette intégration verticale entre les régions cérébrales anciennes qui gèrent la survie et les régions plus récentes qui gèrent la pensée abstraite, et cette intégration horizontale entre les hémisphères gauche et droit du cerveau crée une capacité à naviguer la complexité de la vie sans se fragmenter. Tu peux ressentir de la peur et quand même agir avec courage, parce que ton système n'est plus en conflit avec lui-même. Pense à ton cerveau comme un jardin que tu cultives intentionnellement. Les neurosciences montrent qu'il y a un processus appelé élagage synaptique, où le cerveau élimine les connexions qui ne sont pas utilisées régulièrement pour renforcer celles qui le sont. Si tu passes ton temps à ressasser tes doutes, à revivre tes échecs, à imaginer des scénarios catastrophiques, ton cerveau va renforcer les circuits de l'anxiété et de la défaite.
Mais si tu diriges consciemment ton attention vers ta vision, vers les actions concrètes qui l'incarnent, vers la régulation de ton système nerveux face aux défis, alors ton cerveau va élaguer les patterns qui ne te servent plus et cultiver ceux qui supportent ton devenir. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la neurobiologie appliquée. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action laisse une trace physique dans ton cerveau. Tu es littéralement en train de sculpter ton propre cerveau à chaque instant. La question n'est pas de savoir si tu vas le sculpter, tu le fais déjà. La question est de savoir si tu vas le faire consciemment, en alignement avec ta vision, ou inconsciemment, en réponse aux patterns réactifs que tu as hérités. Mais il existe quelque chose de plus profond que la neuroplasticité seule ne peut expliquer. Quelque chose qui se situe à l'intersection entre ton cerveau, ton corps et ton environnement social. Et c'est ici que Stephen Porges et sa théorie polyvagale entrent en jeu pour révéler peut-être le secret le plus important, pour comprendre pourquoi certains peuvent incarner leur vision pendant que d'autres restent paralysés malgré toute leur intelligence et leur ambition. Ton système nerveux autonome, ce réseau de nerfs qui régule automatiquement ton cœur, ta respiration, ta digestion, ton niveau d'éveil, n'est pas juste un système physiologique. C'est le fondement neurobiologique de ta capacité à agir dans le monde. Porges a découvert que le nerf vague, le principal nerf du système parasympathique, a en fait deux branches distinctes qui créent trois états physiologiques fondamentaux. Il y a l'état vagal ventral, où tu te sens en sécurité, connecté, capable d'engagement social et de créativité. Il y a l'état sympathique, où tu es en mode défense active, combat ou fuite, mobilisé mais tendu. Et il y a l'état vagal dorsal, où tu es en mode immobilisation, sidération, effondrement, déconnexion. Ce qui est crucial de comprendre, c'est que ces états ne sont pas juste des réponses à ton environnement. Ils façonnent littéralement ce que tu peux percevoir et comment tu peux agir. Stephen Porges révèle que l'imparable n'est pas celui qui ignore la peur, mais celui dont le système nerveux reste régulé dans le chaos. Quand tu es en état vagal ventral, ton cerveau social est actif. Tu peux penser clairement, tu peux lire les signaux subtils de ton environnement, tu peux être créatif et flexible dans tes réponses. C'est l'état nécessaire pour incarner ta vision, parce que la vision demande de l'imagination, de la connexion, de la nuance. Mais quand ton système nerveux bascule en mode défense, sympathique ou dorsal, ton cerveau fonctionne différemment. Les régions préfrontales qui gèrent la pensée complexe et la planification à long terme sont littéralement inhibées. Tu passes en mode survie où seules les réponses automatiques primitives sont disponibles. Et voici le problème. Pour beaucoup de gens, le simple fait de poursuivre une vision authentique, de se démarquer du groupe, de risquer le rejet social active leur système de défense. Leur corps interprète l'ambition comme un danger parce qu'historiquement, dans notre évolution, l'exclusion du groupe était une menace mortelle. Donc inconsciemment, physiologiquement, leur système nerveux sabote leur vision pour les maintenir en sécurité dans la conformité. C'est pour ça que tu peux savoir intellectuellement ce que tu devrais faire, tu peux avoir une vision claire, un plan détaillé, et quand même te retrouver paralysé, procrastinant, sabotant tes propres efforts. Ce n'est pas un manque de volonté ou de discipline, c'est ton système nerveux qui est bloqué en mode défense. La théorie polyvagale révèle que le chemin vers devenir imparable passe par la régulation de ton système nerveux autonome. Tu dois créer une sécurité physiologique suffisante pour que ton corps permette à ton cerveau social et créatif de rester en ligne, même face à l'incertitude, au rejet, à l'échec temporaire. Et cette régulation ne se fait pas juste à travers la pensée positive ou la volonté mentale. Elle se fait à travers des pratiques somatiques concrètes, la respiration consciente qui active la branche ventrale du nerf vague. Le mouvement qui libère l'énergie de mobilisation du système sympathique sans la laisser se cristalliser en anxiété chronique. La connexion sociale sécurisante avec des personnes qui peuvent co-réguler ton système nerveux.
Le contact avec la nature qui envoie des signaux de sécurité primitive à ton corps. Ce ne sont pas des luxes ou des extras. Ce sont des nécessités neurobiologiques pour que tu puisses accéder à ton plein potentiel. Jung parlait du self comme d'un régulateur psychosomatique, cette intelligence profonde qui intègre corps et psyché. Quand tu es aligné avec ton self, avec ta vision authentique, il y a une cohérence qui se crée entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que ton corps vit. Cette cohérence envoie des signaux de sécurité à ton système nerveux. Ton corps reconnaît l'intégrité, l'alignement, et il peut se détendre dans cet état vagal ventral qui permet l'action créative. Mais quand tu vis en contradiction avec ton self, quand tu trahis ta vision pour satisfaire les attentes externes, ton corps encode cette dissociation comme un danger. Même si extérieurement tout semble bien, même si tu as l'approbation des autres, ton système nerveux reste en alerte parce qu'il sent la fragmentation intérieure. Les applications pratiques de cette compréhension sont profondes. Avant de prendre une décision importante, avant d'agir vers ta vision, tu peux apprendre à scanner ton état nerveux. Est-ce que tu agis depuis un état de régulation ou depuis un état de défense? Si tu es en mode combat-fuite, tes actions vont être réactives, tendues, probablement contre-productives. Si tu es en mode effondrement, tu vas procrastiner, te dissocier, chercher des distractions. Mais si tu peux te ramener à un état ventral, même brièvement, alors tes actions vont avoir une qualité différente. Elles vont être ancrées, cohérentes, puissantes. Et avec la pratique, tu peux entraîner ton système nerveux à rester régulé dans des situations de plus en plus difficiles. Tu élargis littéralement ta fenêtre de tolérance, ta capacité à rester présent et fonctionnel même dans le chaos. C'est ça, la vraie résilience neurobiologique. Ce n'est pas l'absence de stress ou de défi, c'est la capacité de ton système nerveux à rester flexible, à revenir rapidement à la régulation après une perturbation. Les gens que tu admires, ceux qui semblent imperturbables face aux obstacles, n'ont pas un système nerveux différent. Ils ont entraîné leur système à rester régulé dans des contextes où le tien bascule encore en mode défense. Et cette capacité se construit progressivement, comme un muscle psychophysiologique. Attends de comprendre comment cela interagit avec la construction des émotions, parce que c'est là que tout commence vraiment à se connecter de façon troublante. Ce que tu ressens à chaque instant n'est pas une réaction passive à ce qui t'arrive. C'est une construction active de ton cerveau qui essaie de prédire ce qui va se passer ensuite pour que ton corps puisse se préparer. Lisa Feldman Barrett a révolutionné notre compréhension des émotions avec ses recherches sur ce qu'elle appelle la théorie de l'émotion construite. Elle a démontré que ton cerveau ne reçoit pas passivement des informations sensorielles et n'y réagit pas. Au contraire, ton cerveau fonctionne comme une machine à prédire constamment ce qui va arriver en s'appuyant sur toutes tes expériences passées pour construire une prédiction sur le moment présent. Et ces prédictions deviennent littéralement ton expérience vécue. Si ton cerveau prédit que cette situation va être dangereuse, il va créer en toi une expérience de peur, ton corps va se préparer physiologiquement au danger et tu vas percevoir le monde à travers ce filtre de menace, même si objectivement il n'y a pas de danger réel. Inversement, si ton cerveau prédit que cette situation va offrir des opportunités, il va créer en toi une expérience d'enthousiasme ou de curiosité, ton corps va s'ouvrir et tu vas percevoir des possibilités que quelqu'un dans un état différent ne verrait même pas. Lisa Feldman Barrett explique que tes émotions ne sont pas des réactions mais des prédictions. Tu crées littéralement ton expérience vécue. Cela signifie quelque chose de profondément important pour incarner ta vision. Tu n'es pas à la merci de tes émotions comme on te l'a peut-être appris. Tu es le constructeur de tes émotions à travers les prédictions que ton cerveau génère constamment. Et ces prédictions sont basées sur tes expériences passées, sur les concepts émotionnels que tu as appris, sur l'état de ton corps à cet instant. Si tu as passé des années à encoder l'échec, le rejet, la déception, alors ton cerveau va utiliser ces données pour prédire le futur. Face à une opportunité d'incarner ta vision, il va prédire l'échec,
créer en toi une expérience émotionnelle de peur ou de découragement, et cette émotion va influencer tes actions d'une façon qui augmente la probabilité que la prédiction se réalise. C'est une boucle auto-réalisatrice terriblement puissante. Mais voici la bonne nouvelle qui change tout. Puisque tes émotions sont construites plutôt que réactives, tu peux reconstruire tes prédictions émotionnelles. Tu peux enrichir ton répertoire de concepts émotionnels pour avoir des expériences plus nuancées. Tu peux créer de nouvelles expériences qui donnent à ton cerveau de nouvelles données pour ses prédictions futures. Chaque fois que tu agis vers ta vision malgré la peur, tu crées une nouvelle expérience que ton cerveau peut utiliser. La prochaine fois, sa prédiction sera légèrement différente parce qu'il a maintenant des données qui montrent que l'action malgré la peur a été possible et même bénéfique. Viktor Frankl entre ici avec une profondeur philosophique qui complète parfaitement les neurosciences. Il a survécu au camp de concentration nazi et ce qu'il en a tiré comme compréhension de la nature humaine est d'une puissance inégalée. Il a découvert que même dans les conditions les plus déshumanisantes, les gens qui maintenaient un sens, une vision de qui ils voulaient devenir, survivaient psychologiquement là où d'autres s'effondraient. Il a créé la logothérapie, une approche thérapeutique basée sur l'idée que la motivation humaine fondamentale n'est ni le plaisir comme le pensait Freud, ni le pouvoir comme le pensait Adler, mais le sens. La volonté de sens est ce qui nous permet de transcender les pires souffrances, de transformer l'absurdité en signification, de créer une cohérence narrative même dans le chaos. Ta vision n'est pas juste un objectif ou un désir, c'est la source de sens qui donne une direction à ton existence. Et ce sens n'est pas quelque chose que tu découvres passivement, c'est quelque chose que tu crées activement à travers tes choix, tes actions, ton engagement envers quelque chose de plus grand que ton confort immédiat. Frankl disait quelque chose qui résonne profondément avec cette expérience. Il affirmait que nous ne pouvons pas donner un sens à notre vie. Nous devons répondre aux exigences de sens que la vie nous présente. Ta vision est cette exigence, cet appel qui vient de quelque chose de plus profond que ton ego conscient et qui demande à être honoré. Le cortex préfrontal joue un rôle crucial dans ce processus de construction prédictive et de création de sens. C'est la région la plus évoluée de ton cerveau, celle qui te permet de simuler des futurs possibles, de planifier, de réguler tes impulsions, de maintenir une cohérence entre tes valeurs et tes actions. Quand tu vis en réactivité pure, dominée par l'amygdale et les structures limbiques qui gèrent les émotions primitives, tu ne peux pas incarner une vision complexe. Tu survis, tu réagis, mais tu ne crées pas. Le cortex préfrontal te donne la capacité de mettre de l'espace entre un stimulus et ta réponse, de choisir consciemment comment tu vas agir plutôt que de simplement réagir automatiquement. Mais voici ce que les neurosciences révèlent et que beaucoup ignorent. Ton cortex préfrontal ne peut fonctionner optimalement que quand ton système nerveux est régulé. Quand tu es en mode défense, le flux sanguin vers le préfrontal est réduit, les régions de survie prennent le contrôle. C'est pour ça que toutes les pièces du puzzle s'emboîtent. La régulation de ton système nerveux permet à ton cortex préfrontal de rester en ligne. Ton cortex préfrontal peut alors consciemment diriger tes prédictions émotionnelles. Tes prédictions émotionnelles façonnent ton expérience vécue. Et ton expérience vécue détermine les actions que tu peux prendre vers ta vision. C'est une boucle intégrée qui fonctionne comme un système complet. Les gens qui semblent avoir de la chance, qui réussissent à incarner leur vision, alors que d'autres, avec le même talent, échouent, ne sont pas favorisés par le destin. Ils ont entraîné leur cerveau à prédire le succès plutôt que l'échec. Ils ont accumulé suffisamment d'expériences positives, même petites, pour que leurs prédictions émotionnelles incluent la possibilité de la réussite. Et ces prédictions créent en eux des états émotionnels qui les rendent plus susceptibles de voir les opportunités, de prendre des risques calculés, de persévérer face aux obstacles. Ils habitent littéralement une réalité prédictive différente. Et cette réalité se manifeste dans leurs résultats tangibles.
Tu as maintenant accès à 5 principes transformateurs qui forment une architecture psychologique complète, l'architecture de la vision souveraine qui t'ancre dans ton self authentique, la libération des projections collectives qui nettoient les voies intérieures parasites, le recablage neural qui restructure physiquement ton cerveau, la régulation polyvagale qui maintient ton système nerveux en état créatif, et la construction prédictive qui te fait habiter une réalité émotionnelle alignée avec ta vision. Mais voici où la plupart échouent dans ce processus. Et c'est précisément ce que les 2 derniers principes vont révéler. Lequel de ces principes résonne le plus profondément en toi? Partage ta réflexion en commentaire. J'aimerais connaître ton expérience, parce que la transformation commence quand tu nommes consciemment ce qui se passe dans ta psyché. Il y a quelque chose que ni les neurosciences, ni la psychologie moderne n'expliquent complètement, mais qu'Adler a intuitivement saisi et que les philosophes stoïciens ont pratiqué pendant des millénaires. C'est cette capacité mystérieuse de certains êtres à transformer chaque obstacle, chaque échec, chaque blessure en carburant pour leur vision. Ce n'est pas de la résilience au sens banal du terme, ce n'est pas simplement rebondir après une chute. C'est une alchimie psychologique profonde, où la matière brute de la souffrance est littéralement transmuée en force créative. Adler a observé dans sa pratique clinique que ses patients les plus accomplis, ceux qui avaient créé des vies extraordinaires, partageaient tous une caractéristique commune. Ils avaient tous commencé avec un sentiment profond d'infériorité, souvent lié à une difficulté physique, une situation familiale difficile, une exclusion sociale dans l'enfance. Mais au lieu de se laisser définir par cette infériorité, il l'avait utilisée comme une force motrice pour développer des capacités supérieures dans d'autres domaines. Il appelait cela la compensation, et dans ses formes les plus évoluées, la surcompensation créative. L'enfant qui bégait devient orateur, l'enfant chétif devient athlète, l'enfant rejeté socialement devient leader charismatique. Ce n'est pas juste de la motivation ou de la détermination, c'est une restructuration psychologique totale où le point de faiblesse devient le point focal de toute l'énergie psychique disponible. Adler a révélé que la grandeur authentique naît toujours d'un sentiment originel d'infériorité transcendé par la création. Ce qui distingue ceux qui réussissent cette alchimie de ceux qui restent écrasés par leur sentiment d'infériorité, c'est quelque chose de subtil, mais crucial. C'est la capacité à voir leurs difficultés non pas comme une condamnation définitive, mais comme un défi, comme une question que la vie leur pose et à laquelle ils doivent trouver une réponse créative. Leur sentiment d'infériorité devient une tension psychologique qui demande une résolution, et cette résolution prend la forme d'un développement créatif intense. Ils ne compensent pas pour cacher leur faiblesse, ils la transforment en révélant des capacités qu'ils n'auraient jamais découvertes sans cette pression initiale. Sénèque, le philosophe stoïcien, avait compris cette dynamique dans un langage différent, mais avec la même profondeur. Il enseignait que l'obstacle n'est pas quelque chose qui bloque le chemin, l'obstacle est le chemin. Que la difficulté n'est pas une déviation malheureuse de ton plan, elle est le matériau même avec lequel tu construis ton caractère et ta sagesse. Il y a une phrase de lui qui capture parfaitement cette alchimie. Les difficultés renforcent l'esprit comme le travail renforce le corps. Ce n'est pas une métaphore encourageante, c'est une observation psychologique précise. Ton esprit devient plus fort, non pas malgré les obstacles, mais à cause d'eux, à travers eux, en réponse directe à eux. Les stoïciens pratiquaient quelque chose qu'ils appelaient amor fati, l'amour du destin. Ce n'était pas une acceptation passive ou résignée de ce qui leur arrivait. C'était une pratique active de trouver l'opportunité, la leçon, le potentiel de croissance dans chaque événement, surtout les plus difficiles. Ils s'entraînaient à se demander non pas pourquoi cela m'arrive à moi dans un esprit de victimisation, mais comment puis-je utiliser cela dans un esprit de création. Cette réorientation psychologique transforme fondamentalement ton rapport à la réalité.
Tu cesses d'être quelqu'un à qui les choses arrivent pour devenir quelqu'un qui utilise ce qui arrive comme matériau brut pour sculpter sa vision. Joseph Ledoux a étudié pendant des décennies les circuits neuronaux de la mémoire émotionnelle, en particulier ceux liés à la peur et au trauma. Ce qu'il a découvert est à la fois troublant et libérateur. Les expériences traumatiques créent des traces mnésiques extrêmement puissantes dans l'amygdala, cette structure profonde du cerveau qui gère les émotions primitives. Ces traces sont difficiles à effacer. Elles persistent pendant des années, parfois toute une vie. Mais Ledoux a aussi découvert quelque chose de crucial. Bien que tu ne puisses pas effacer ces traces, tu peux créer de nouvelles associations, de nouveaux circuits qui contextualisent différemment ces mémoires. C'est ce qu'il appelle la reconsolidation de la mémoire. Chaque fois que tu te souviens d'un événement traumatique, cette mémoire devient brièvement malléable. Tu peux, dans cette fenêtre de reconsolidation, ajouter de nouvelles informations, de nouvelles significations, qui transforment la façon dont cette mémoire est encodée quand elle se restabilise. Ledoux a démontré comment l'amygdale peut être reconditionnée pour transformer les circuits de la mémoire émotionnelle et recoder les traumas en ressources psychologiques. C'est le mécanisme neurobiologique derrière l'alchimie psychologique dont parlaient Adler et les stoïciens. Tu ne peux pas faire disparaître ce qui t'est arrivé, mais tu peux changer radicalement la signification que ces événements ont pour toi, et donc l'impact qu'ils ont sur ton présent et ton futur. Quand tu revisites consciemment tes échecs passés, tes rejets, tes traumas, non pas pour les ressasser mais pour en extraire la sagesse, pour voir comment ils ont développé en toi des capacités que tu n'aurais pas eues autrement, tu es littéralement en train de recoder ces mémoires. Tu transformes des cicatrices en médailles, des blessures en enseignements, des faiblesses en forces cachées. Cette métaphore alchimique de la transmutation du plomb en or n'est pas juste poétique. Elle décrit avec précision un processus psychoneurologique réel. Tu prends la matière brute et lourde de ta souffrance existentielle et à travers le travail conscient de réinterprétation, d'intégration, de création de sens, tu la transformes en quelque chose de précieux, de rare, d'utile. Ton or psychologique, ce sont les capacités, les insights, la profondeur de caractère que tu ne pouvais développer que dans le creuset de l'adversité. Ceux qui deviennent vraiment imparables ont tous fait cette alchimie, souvent sans même connaître les concepts psychologiques qui la décrivent. Ils ont intuitivement compris que leur plus grande force émerge directement de leur plus grande vulnérabilité, que leur vision unique est souvent née de leurs blessures uniques, que ce qui les rend différents, étranges, inadaptés aux yeux des autres, est précisément ce qui leur donne une perspective originale, une motivation féroce, une profondeur que les gens confortables n'atteindront jamais. Les neurosciences confirment ce que Jung pressentait intuitivement sur ce processus. Jung parlait d'intégration de l'ombre, de faire conscient ce qui était inconscient, de récupérer les parties de soi-même qui avaient été fragmentées par le trauma ou la répression sociale. Et les recherches modernes sur la neuroplasticité montrent que ce processus d'intégration crée littéralement de nouvelles connexions entre différentes régions du cerveau. Les mémoires traumatiques qui étaient isolées dans l'amygdala commencent à être connectées au cortex préfrontal qui peut les contextualiser, leur donner du sens. Les émotions intenses qui étaient réprimées trouvent des voies d'expression créative. Les énergies qui étaient gaspillées dans la défense psychologique deviennent disponibles pour la création. C'est une libération d'énergie psychique massive. Et c'est ce qui donne aux gens qui ont fait ce travail cette qualité de présence, de puissance tranquille, d'authenticité qui est immédiatement perceptible, même si on ne peut pas l'expliquer rationnellement. Mais voici quelque chose d'encore plus profond qui se révèle quand tu comprends vraiment cette alchimie. Ta vision n'est jamais déconnectée de tes blessures. Souvent, ce que tu veux créer dans le monde est directement lié à ce qui t'a manqué, à ce que tu as souffert, à ce que tu as dû transcender. L'entrepreneur qui crée des espaces de travail humains a souvent survécu à des environnements toxiques.
L'artiste qui exprime des émotions taboues a souvent été forcé au silence dans son enfance. Le leader qui crée de la communauté a souvent connu l'isolement profond. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la logique même de l'alchimie psychologique. Ta blessure te donne une sensibilité particulière à un problème spécifique. Ta guérison te donne les outils pour aborder ce problème. Ta vision devient alors l'expression de cette guérison offerte au monde. Et c'est pour ça que personne d'autre ne peut incarner ta vision exactement comme toi. Parce que ta vision porte l'empreinte unique de ton parcours psychologique, de ton alchimie personnelle. Combien de ces patterns as-tu reconnus dans ta propre psyché? Écris ton nombre en commentaire, c'est important de prendre conscience de ces mécanismes qui opèrent souvent en dessous du seuil de ta conscience ordinaire. Parce que nommer ces processus, c'est déjà commencer à les diriger consciemment, plutôt que d'être dirigé par eux. Nous arrivons maintenant au 7e et dernier principe, celui qui intègre tous les autres dans une compréhension totale de ce que signifie vraiment devenir inébranlable et imparable. Et ce principe n'est pas une technique ou une stratégie supplémentaire, c'est la reconnaissance d'un processus qui était déjà en cours dans ta vie depuis le début, que tu en sois conscient ou non. Jung l'appelait l'individuation, et c'est peut-être le concept le plus important de toute sa psychologie. L'individuation, c'est le processus naturel par lequel un être humain devient pleinement lui-même, intègre toutes les parties fragmentées de sa psyché, et réalise le potentiel unique qui était latent en lui depuis la naissance. Ce n'est pas quelque chose que tu fais arriver par la force de volonté, c'est quelque chose qui cherche à se réaliser à travers toi, si tu cesses de lui résister. Ton self, cette totalité psychique que Jung décrivait, exerce une pression constante vers l'intégration, vers la complétude. Chaque crise que tu traverses, chaque symptôme inexpliqué, chaque insatisfaction chronique est souvent un signal que quelque chose en toi demande à être intégré, à être vécu, à être exprimé. Tes rêves te parlent de parties de toi que ta conscience ignore. Tes projections sur les autres te révèlent des aspects de ton ombre que tu n'as pas encore réclamés. Tes attirances et tes répulsions irrationnelles pointent vers des complexes inconscients qui demandent attention. Jung affirmait que le plus grand acte de courage n'est pas de conquérir le monde, mais de devenir soi-même. Parce que devenir soi-même implique nécessairement de décevoir les attentes des autres, de perdre des relations qui étaient basées sur ta fausse conformité, de traverser des périodes d'incertitude où tu ne sais plus qui tu es, parce que tu n'es plus qui tu étais, mais pas encore qui tu deviens. C'est terrifiant, existentiellement. La plupart des gens préfèrent rester dans une identité limitée mais familière, plutôt que de traverser ce vide transformationnel. Ils restent prisonniers de leur persona, de ce personnage qu'ils jouent pour maintenir l'harmonie sociale, et ils appellent ça être mature ou réaliste. Mais c'est une mort psychologique lente, un étouffement progressif du self qui ne peut jamais être complètement réprimé et qui se manifeste alors à travers des symptômes, des crises, des effondrements qui forcent finalement le processus d'individuation à reprendre. Jean-Pierre Changeux a étudié la neurobiologie de la conscience depuis une perspective matérialiste rigoureuse, cherchant à comprendre comment l'expérience subjective émerge de l'activité cérébrale. Ce qu'il a découvert, même dans ce cadre strictement neuroscientifique, confirme quelque chose de profond sur l'individuation. Le cerveau humain a une capacité unique à créer ce qu'il appelle un espace de travail neuronal global, une intégration de l'information à travers tout le cerveau qui permet l'émergence d'un sujet conscient, d'un jeu qui observe, décide, crée du sens. Cette émergence du sujet souverain n'est pas donnée automatiquement. Elle se construit progressivement à travers le développement et elle peut être entravée ou facilitée par l'environnement et les expériences. L'individuation au sens jungien correspond à cette maturation neurobiologique du sujet conscient qui devient de plus en plus intégré, de plus en plus capable de réguler ses propres états, de plus en plus autonome par rapport aux pressions externes et aux impulsions internes. Tu deviens littéralement un centre de conscience de plus en plus cohérent et souverain.
Marc Aurèle, l'empereur philosophe stoïcien, a laissé dans ses méditations personnelles une sagesse qui résonne parfaitement avec ce processus d'individuation. Il écrivait pour lui-même, pas pour publication, et ses réflexions révèlent un travail psychologique constant de retour à soi, de régulation intérieure, de création de sens. Il comprenait que la vraie souveraineté n'est pas politique ou matérielle, elle est intérieure. Il répétait constamment ce principe. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Cette discipline intérieure dont il parlait n'est pas une répression rigide ou une négation de ses émotions. C'est la capacité développée de rester centré dans son self authentique, même quand tout autour de toi est chaos, pression, tentation, peur. C'est exactement ce que signifie être inébranlable. Non pas ne jamais trembler, mais avoir un centre intérieur si solide que les tremblements de surface ne te déstabilisent pas complètement. Marc Aurèle enseignait que la discipline intérieure est la fondation de l'impact extérieur, que tu dois régner sur toi-même avant de pouvoir influencer le monde de façon authentique et durable. Quand tu n'as pas fait ce travail d'individuation, quand tu es encore fragmenté intérieurement, tes actions dans le monde sont incohérentes. Tu commences des projets que tu n'achèves pas. Tu proclames des valeurs que tu ne vis pas. Tu cherches des validations externes pour combler un vide intérieur. Mais quand tu as atteint un certain degré d'intégration psychologique, quand tu es devenu plus pleinement toi-même, alors tes actions ont une qualité différente. Elles viennent d'un lieu profond et elles créent un impact disproportionné parce qu'elles portent le poids de ton être entier derrière elles. Boris Cyrulnik a étudié la résilience sous un angle qui éclaire magnifiquement ce processus d'individuation. Il a travaillé avec des survivants de traumas extrêmes, des gens qui auraient dû être psychologiquement détruits par ce qu'ils ont vécu, et il a découvert que certains non seulement survivent, mais se reconstruisent d'une façon qui les rend plus forts, plus sages, plus vivants qu'ils ne l'étaient avant le trauma. Il appelle ça la résilience, mais ce n'est pas juste rebondir à l'état antérieur, c'est une reconstruction identitaire profonde, une individuation accélérée et intensifiée par l'adversité. Cyrulnik montre que ceux qui réussissent cette métamorphose ont tous trouvé un moyen de créer du sens à partir de leur souffrance, de la transformer en mission, en œuvre, en contribution au monde. Boris Cyrulnik démontre que la résilience est une reconstruction identitaire post-traumatique et que l'imparable est toujours un phénix psychologique qui renaît transformé de ses cendres existentielles. Ta vision, ton désir d'impact, ton ambition d'incarner quelque chose d'important n'est peut-être rien d'autre que cette pulsion de résilience créative. Tu as été blessé, fragmenté, peut-être même brisé à certains moments. Et maintenant, quelque chose en toi refuse de rester dans cet état. Quelque chose pousse vers la reconstruction, vers la transcendance, vers l'expression créative de ce que tu as appris dans tes descentes aux enfers. C'est le phénix psychologique, et il n'y a rien de plus puissant au monde. Parce que celui qui a traversé la mort symbolique et choisi de renaître ne craint plus grand-chose. Il sait déjà qu'il peut survivre à l'effondrement. Il sait que l'identité peut se reconstruire. Il sait que le sens peut être créé même dans l'absurde. Cette connaissance viscérale le rend véritablement imparable, parce qu'il n'a plus grand-chose à perdre et tout à exprimer. Maintenant, tu comprends pourquoi certains transforment le monde, pendant que d'autres se contentent de le subir. Ce n'est pas une question de talent inné ou de chance. C'est une question d'individuation, de devenir pleinement soi-même, d'intégrer toutes les parties fragmentées, de recoder tous les traumas en ressources, de réguler le système nerveux pour qu'il supporte l'action créative, de construire des prédictions émotionnelles alignées avec ta vision, et de refuser absolument de vivre à travers la persona que les autres attendent de toi. L'individuation n'est pas un état final que tu atteins et où tout devient facile. C'est un processus qui dure toute une vie, avec des cycles de mort et de renaissance, d'expansion et d'intégration.
À chaque niveau de développement, de nouveaux aspects de ton ombre se révèlent, de nouveaux complexes demandent attention, de nouvelles couches de conditionnement doivent être déconstruites. Mais ce qui change, c'est que tu développes une confiance profonde dans le processus lui-même. Tu sais que chaque crise est une opportunité d'intégration. Tu sais que chaque résistance pointe vers quelque chose qui veut naître en toi. Tu sais que ton self te guide, même quand ton ego conscient est perdu. Cette confiance dans le processus d'individuation est peut-être la forme la plus profonde de foi, non pas en un Dieu extérieur, mais en l'intelligence de ta propre psyché qui sait où elle va, même quand toi tu ne le sais pas. Et quand tu vis avec cette confiance, quand tu t'abandonnes au processus de devenir qui tu es vraiment, alors quelque chose de mystérieux se produit. Le monde commence à répondre différemment, non pas parce que tu l'as conquis ou dominé, mais parce que tu es devenu tellement toi-même que tu crées un champ gravitationnel psychologique autour de toi. Les gens sentent ton authenticité, même ceux qui ne peuvent pas l'expliquer. Ils sont attirés ou repoussés, rarement indifférents, parce que tu es devenu une force de nature psychologique. Ta vision n'est plus quelque chose que tu essaies de vendre ou de justifier. Elle rayonne simplement de toi comme une évidence. Et ceux qui sont prêts à la recevoir la reconnaissent immédiatement. Le monde n'obéit pas à ta vision par soumission ou par force. Il résonne avec elle parce que tu es devenu un diapason psychologique accordé parfaitement à ta fréquence unique. Et cette résonance crée des synchronicités, des opportunités, des connexions qui semblent miraculeuses, mais qui sont en fait la conséquence naturelle de ton alignement intérieur. Jung parlait de synchronicité, ces coïncidences significatives qui défient l'explication causale rationnelle. Il croyait que quand tu vis en alignement profond avec ton self, quand tu es dans le flux de ton individuation, le monde extérieur commence à refléter ton monde intérieur de façon troublante. Les bonnes personnes apparaissent au bon moment. Les ressources dont tu as besoin se manifestent. Les obstacles qui semblaient insurmontables se dissolvent. Ce n'est pas de la magie et ce n'est pas de la pensée positive naïve. C'est la conséquence de vivre avec une cohérence psychologique totale qui t'ouvre à des perceptions et des possibilités que tu ne pouvais pas voir quand tu étais fragmenté intérieurement. L'imparable n'est donc pas celui qui force le monde à se plier à sa volonté. C'est celui qui est devenu si complètement lui-même que sa simple existence transforme le champ des possibles autour de lui. Il n'a pas besoin de convaincre parce qu'il incarne. Il n'a pas besoin de prouver parce qu'il est. Il n'a pas besoin de lutter contre la résistance parce qu'il a intégré sa propre résistance intérieure et que le monde extérieur n'est que le reflet de cet état intérieur. Ce que tu es résonne à une fréquence particulière, et cette fréquence attire ou repousse tout ce qui entre dans ton champ. Quand tu es fragmenté, confus intérieurement, ta fréquence est brouillée, et le monde te renvoie confusion et obstacles. Quand tu es intégré, clair, aligné avec ton self, ta fréquence est pure, et le monde te renvoie cohérence et opportunité. Ce n'est pas du mysticisme, c'est la reconnaissance que nous sommes des systèmes ouverts en interaction constante avec d'autres systèmes et que notre état intérieur influence profondément la qualité de ces interactions. Jung avait raison quand il affirmait que l'individuation n'est pas un processus égoïste, mais un service à l'inconscient collectif. Quand tu deviens pleinement toi-même, tu ne te sépares pas de l'humanité. Tu révèles une possibilité d'être humain que personne d'autre ne pouvait révéler exactement comme toi. Tu libères les autres en incarnant ta vérité parce que tu leur montres qu'il est possible d'être authentique dans un monde qui presse constamment vers la conformité. Chaque personne qui a le courage de s'individuer crée un peu plus d'espace pour que d'autres le fassent aussi. C'est pour ça que les vrais leaders, ceux qui transforment vraiment le monde, ne sont jamais des tyrans qui imposent leur volonté. Ce sont des êtres pleinement individualisés qui invitent les autres à leur propre individuation par la puissance de leur exemple. Et c'est pour ça que devenir inébranlable et imparable n'est pas égoïste. C'est peut-être l'acte le plus généreux que tu puisses offrir au monde.
Viktor Frankl disait que le sens n'est pas quelque chose que nous créons arbitrairement, c'est quelque chose que nous découvrons comme une responsabilité, comme un appel spécifique que la vie nous adresse. Ta vision est cet appel. Ton individuation est ta réponse. Et le monde attend cette réponse, même s'il ne sait pas qu'il l'attend. Parce que dans ta façon unique de devenir toi-même, tu résous un problème que personne d'autre ne pouvait résoudre. Tu apportes une contribution que personne d'autre ne pouvait apporter. Tu incarnes une possibilité qui enrichit le tissu même de ce que signifie être humain. Voici ce que tu dois comprendre dans ton cœur et pas seulement dans ton esprit. Tu n'es pas en train de construire une vision à partir de rien. Tu es en train de révéler ce qui était déjà latent dans les profondeurs de ton inconscient. Tu n'es pas en train de devenir quelqu'un de nouveau. Tu es en train de devenir plus complètement qui tu as toujours été, sous les couches de conditionnement et de fragmentation. L'imparable reconnaît que sa force ne vient pas de la négation de sa vulnérabilité, mais de l'intégration totale de tout ce qu'il est. Ses blessures, ses peurs, ses désirs, ses ombres, tout devient carburant pour la vision quand c'est intégré consciemment plutôt que réprimé inconsciemment. Le monde n'obéit pas à ta vision, il résonne avec ton authenticité radicale. Et cette résonance crée des vagues qui se propagent bien au-delà de ce que tu peux voir ou mesurer. Chaque action prise depuis ton centre intégré a un impact qui dépasse largement l'action elle-même parce qu'elle porte l'empreinte de ton individuation, de ton devenir unique, de ta contribution singulière au mystère de l'existence humaine. Tu n'as pas besoin de conquérir le monde, tu as juste besoin de devenir totalement toi-même, et le monde se réorganisera autour de cette authenticité d'une façon que tu ne peux pas prédire, mais que tu peux faire confiance. Parce que c'est la loi psychologique fondamentale que Jung a passé sa vie à étudier et que les neurosciences modernes confirment de plus en plus. L'individuation est le processus le plus puissant qui existe, et quand tu t'y abandonnes consciemment, tu deviens une force de nature imparable, non pas malgré ta vulnérabilité, mais à travers elle, non pas en ignorant tes blessures, mais en les transformant. Non pas en dominant le monde, mais en devenant si pleinement toi-même que le monde n'a d'autre choix que de raisonner avec cette vérité. Si cette réflexion a touché quelque chose en toi, partage-la avec quelqu'un qui cherche à comprendre sa propre profondeur. Quelle phrase t'a le plus marqué? Et si tu veux continuer ce voyage intérieur ensemble, rejoins notre communauté de membres. Parce que l'individuation, bien qu'elle soit un processus profondément personnel, n'est pas censée être solitaire. Nous avons besoin de témoins, de miroirs, de compagnons de route qui comprennent ce territoire psychologique. La transformation la plus profonde se produit souvent en présence d'autres qui ont le courage de faire leur propre travail d'intégration. Tu portes une vision qui ne demande qu'à être incarnée, et le monde a besoin de ce que tu seul peux apporter. Pas parce que tu es supérieur aux autres, mais parce que tu es unique, parce que ta constellation psychologique, forgée dans le creuset de tes expériences spécifiques, te permet de voir et de créer quelque chose que personne d'autre ne peut voir ou créer exactement de la même façon. Deviens inébranlable en intégrant tout ce que tu es. Deviens imparable en cessant de résister à ton propre devenir. Et laisse le monde résonner avec l'authenticité radicale que tu incarnes quand tu es pleinement vivant dans ta vision souveraine.